au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de François. Comment vas-tu? Très bien. J'espère que tu as fait bon vol. Ah oui, j'ai fait un très bon vol. On est au FIC. On se rencontre en vrai pour la première fois. C'est super agréable. C'est tout le plaisir de ce genre d'événement-là, de justement rencontrer les gens. On a beaucoup parlé avant de commencer à enregistrer, justement pour établir où on allait s'attaquer. Et je crois que le chiffrier Excel en gestion d'incidents est un élément très important qu'il faut démystifier de un et littéralement essayer de se débarrasser puisqu'il est, même si, comme tu mentionnes, il est la matière noire de l'univers, faut aller avec des outils plus performants et aller ailleurs, surtout en gestion d'incidents, considérant que le marché a changé. Fait que je vais te laisser, on a donné beaucoup d'informations après chaud que je ne vais pas te voler en chose, je vais te laisser commencer avec ça. Ouais, c'est très gentil, Nicolas Luc. Ouais, effectivement, Excel est encore au cœur de la réponse incident. Alors, pendant que tu faisais l'introduction, je me suis dit peut-être commencer par définir Excel. Alors, je vais pas définir Excel puisque c'est comme définir la nature même. mais ce que j'entends derrière par Excel, c'est le dominant design, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à des lignes. On retrouve évidemment, pour ceux qui connaissent, les CSV, donc Comma Separated Format, et on va retrouver beaucoup de formats qui sont très similaires. Parfois, les équipes construisent leur propre Excel-like parce qu'ils ont besoin de présenter les données sous une forme particulière, mais systématiquement sous une forme Excel, c'est-à-dire des lignes avec des valeurs. Donc, je pensais d'abord définir ce que c'était ce format-là. Et finalement, on retrouve ce type d'approche au cœur de... Aujourd'hui, tous nos clients, initialement, on retrouve ça dans toutes les approches. Et si on reprend par exemple d'autres technologies qui sont toujours autour des SIEM, on verra et on voit encore toujours le modèle dominant Excel, donc des lignes. Quelles que soient les technologies en cybersécurité, très souvent, on a des tableaux avec des lignes et ça fait partie de la façon dont on visualise, conceptualise les données. On se dit, ah bah tiens, si on veut faire quelque chose en cybersécurité, je vais commencer par faire un tableau et afficher les lignes. Oui, c'est un énorme problème, cette présence-là. Autant le logiciel lui-même ou ses variantes qui existent sur d'autres plateformes. Il n'y a pas que Excel, mais Excel et c'est comme le Lotus 1, 2, 3 des temps modernes. Pour ceux qui sont plus vieux. Parce que moi, j'ai commencé à apprendre sur Lotus 1, 2, 3 il y a longtemps. Donc, ça fait partie. C'est un problème parce que c'est un raccourci qu'on prend, mais c'est un outil qui est pas robuste pour maintenir les travaux, notamment en gestion d'incidents où là, on a besoin de collaboration. C'est plus difficile avec un Excel, n'est pas favorable à ça, même si dans les SIEM ou dans les logiciels as a service qu'on a maintenant, on a des choses comme ça. C'est pas adapté encore. C'est pas tout à fait le bon moyen d'arriver à une visualisation. Et les outils modernes qu'on a dans les mains, justement, sont sous-utilisés, à mon avis, et tu t'en faisais état aussi, qu'on pourrait aller beaucoup plus loin pour justement accélérer le traitement des incidents. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et on en parlait juste avant. Il y a un côté où on sait, où on s'aperçoit soit que le modèle Excel n'est pas suffisant pour faire ce qu'on a à faire, et en même temps, c'est tout ce qu'on a à un moment donné. Je me souviens quand je travaillais chez Mendiant, je faisais beaucoup d'investigations et il y avait un peu cette idée en tête qui me disait il y a autre chose, on peut faire autre chose, on peut modéliser de la donnée autrement. Et à ce moment-là, c'était OK, je sais que le modèle Excel ne me convient pas, je sais qu'on peut faire autrement. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Et là, il a fallu beaucoup de réflexion parce que on change littéralement sa façon de penser. Quand on commence à penser en ligne, on se dit tiens, je vais chercher une ligne qui contient quelque chose. Et puis tiens, maintenant que j'ai trouvé ça, je vais prendre cet élément et aller sur une autre ligne qui me permet d'aller. Et on compense énormément avec beaucoup d'énergie intellectuelle, d'outils et de main-d'œuvre finalement. Des choses que le modèle Excel n'a pas été conçu. Alors si, évidemment, on peut tout faire avec Excel, mais pas il faut aussi efficacement. Puis j'aime bien le fait qu'on dépense énormément d'énergie en capital humain sur un outil imparfait. Oui, c'est un couteau suisse. Oui, on peut tout faire avec, mais est-ce qu'on peut pas tout faire efficacement avec? Et ça en est un exemple.
Exactement. Et à l'issue de cette réflexion, c'est plutôt la modélisation en graphe qui m'est venue à l'esprit, puisque l'objectif, systématiquement, on avait dû en parler au premier podcast. On a vraiment deux objectifs en réponse incident. Le premier, c'est identifier les activités malveillantes qui se déroulent sur une fenêtre de temps donnée pour corréler par le temps. Et l'autre, c'est le pivot. Le pivot technique, c'est si l'attaquant a utilisé tel fichier, eh ben, je veux savoir ce qu'il y avait dans ce fichier et qu'est-ce que ce fichier a touché et ainsi de suite. Donc, créer un lien. Et c'est à partir de cette réflexion où la réflexion, la modélisation en graphe a commencé à avoir du sens. Et de cette réflexion, j'ai travaillé justement sur maintenant, ok, comment est-ce que on part des données brutes pour être beaucoup plus efficace, pour avoir une modélisation qui soit beaucoup plus pertinente, qui porte du sens, ça c'est important, et de ce sens-là, comment est-ce que je peux travailler et le visualiser. Ça, c'était une autre grosse étape. Oui, absolument. Puis c'est très important, pour l'avoir fait un peu de gestion d'essai un peu moins que toi. Le temps est très important. La capacité d'avoir une idée de ce qui s'est passé est cruciale. Encore plus maintenant parce que les attaquants sont ultra rapides. Quand j'en faisais, on avait souvent des heures, c'est pas des jours avant que l'attaquant pivote. Maintenant, on parle de moins d'une heure avant qu'il rentre et pivote. Donc, on est beaucoup plus sujet à ce genre de choses-là. Donc, si on n'est pas capable de visualiser, donc on les doit intellectualiser énormément puis devoir travailler avec notre cerveau. Mais il faut, peut-être de façon non efficace. On peut perdre un temps fou à faire de l'analyse avant d'arriver à des premières conclusions qui permettent justement d'intervenir de façon opportune, justement pour limiter l'attaquant, l'arrêter dans son chemin, puis justement d'avoir un impact réel pour limiter les dommages qui vont avoir lieu dans notre entreprise ou dans notre réseau. Ouais, j'ai un exemple là-dessus sur cette capacité à réduire finalement la charge cognitive par de la visualisation plus simple. Hein. Il faut savoir que le cerveau humain, l'humain, travaille extrêmement bien avec les images. C'est une machine à reconnaître des motifs, des patterns, voire même à trouver des patterns quand il n'y en a pas nécessairement. Mais c'est vraiment une machine ultra efficace et surtout, ça ne consomme pas d'énergie. Ça ne demande pas un gros effort. Et l'exemple que j'ai en tête, on a travaillé avec un client où on lui a présenté en réunion de restitution. On lui dit, vous voyez, là, l'attaquant, il est passé par là, donc graphiquement. Hein, et puis, il a utilisé 3 comptes et puis on clique, on a bien 3 nœuds connectés. Et on a senti comme un blanc et en fait, il nous explique, mais nous, on n'a vu que 2 comptes. Mais en fait, parce que la typographie des comptes utilisés par l'attaquant était très proche. Et en fait, voir ça dans des tables Excel, c'est vraiment compliqué. Et on peut rapidement confondre 2 lettres. On peut passer dessus. Si on n'a pas mis son grep à jour, eh ben on passe à côté voilà. Et visuellement, on voit 3 points, donc c'est extrêmement efficace pour réduire justement cette charge cognitive. Oui, c'est un aide très important. J'aime bien cet exemple-là parce qu'il m'est très parlant également justement d'éviter ces erreurs-là, de regarder trop rapidement. Puis l'humain va tendance à aller très rapidement, on va regarder, puis si on n'est pas capable de voir visuellement, puis dans un Excel, ça va très mal repérer de petites nuances, quand dans un graphe notamment, on va être capable de... Parce que là, il y a un point, on le voit, il est très apparent. Là. Ouais, ça c'est... voilà. Donc ça, c'était vraiment un moment très marquant où on s'est dit, ouais, là, c'est efficace et on le voit. Et on est allé du coup beaucoup plus loin dans cette réflexion en se disant, ok, comment est-ce qu'en plus on peut continuer à modéliser. Et tout à l'heure, je parlais de sens. Ce qui est intéressant pour nous, c'est pour quitter justement ce format Excel, c'est de dire, est-ce que ça m'intéresse vraiment de savoir que j'ai 1000 lignes qui représentent la même chose sémantiquement. Le compte Bob s'est connecté à la machine laptop. Et j'ai 1000 lignes comme ça. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Ce qui nous intéresse, c'est le sens. C'est, ok, Bob s'est connecté à laptop et on a cette information. Évidemment, le détail peut être accédé en deuxième intention, mais
l'information, le sens premier, c'était qu'est-ce qu'a fait Bob? Bob, il s'est connecté à laptop. Et on a une information comme ça qui est extrêmement simplifiée. C'est une forme de compression de l'information en premier lieu qui nous la rend beaucoup plus intelligible. Donc ça, c'est une première façon. Et en fait, on s'est aperçu que c'était assez déroutant quand nous, on a vécu ce changement, hein. On y a pensé. Oui, oui, je comprends le fait parce que mon réflexe premier, c'est le Excel parce que c'est mon univers depuis les 30 dernières années que je travaille dans des éléments comme ça où ça l'a forgé la façon que j'appréhende le monde. Donc, moi, Excel est ma façon de voir le monde en cases et en colonnes. Justement d'arriver d'une autre façon, ça vient justement un peu pour un vieux comme moi, un peu déroutant comme tu dis, mais d'un peu de ça, mais en même temps, je vois l'avantage réel parce que ça utilise des raccourcis cognitifs qu'on a et on est capable de bénéficier de ces raccourcis-là justement pour accélérer le traitement de l'humain pour qu'il comprenne ce qui va devant lui, justement d'aller, s'il a besoin d'être creusé, mais visuellement d'aller tout de suite aux points qui sont importants et généralement critiques pour la gestion d'un incident, là. Ouais, c'est vraiment un changement de façon de penser et nous on l'a vécu un peu. Donc on va dire on n'est pas arrivé un jour en nous disant bah tiens maintenant c'est des graphes. J'avoue que on m'aurait fait la même remarque, j'aurais dit je suis pas sûr, laisse-moi tranquille. Mais au final aujourd'hui plus ça va et plus on a d'exemples où il y a un véritable intérêt, un gain de productivité à travailler de cette façon-là. Et je parlais de sens. On a eu un cas justement hyper intéressant où ça aurait été difficile avec des feuilles Excel parce que l'attaquant avait fait du timestamp tampering. Il avait altéré les dates de certains fichiers et quand on représente en graphe, évidemment, on garde la dimension temporelle, mais si on se dit, OK, je veux regarder toute la dimension temporelle, mais je m'intéresse à ces éléments-là, finalement, le timestamp tampering, ce qui m'intéresse, c'est, OK, d'où vient ce fichier, qu'est-ce qui a été fait avec, sans prendre en compte ou en prenant en compte toute la dimension temporelle. Et là, on garde visuellement le tracé, peu importe le temps qui nous intéresse. Et là, les pivots prennent tout leur sens. C'est-à-dire, bah tiens, Bob qui s'est connecté à laptop, en fait, on s'aperçoit qu'il a exécuté telle chose, qui a lu tel fichier, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment une lecture de l'histoire. On garde le sens, et je peux revenir ensuite là-dessus, mais on garde le sens de ce qui est fait, et c'est ça qui nous intéresse. La question qui est posée, c'est qu'a fait l'attaquant? Par où il est passé, comment est-ce qu'il est arrivé ici? On ne nous demande pas, montre-moi la ligne qui prouve que, oui, à un moment donné, on va la sortir. Mais ce qu'on nous pose d'abord, c'est des questions de haut niveau. Donc, il faut être capable de répondre à ces questions de haut niveau. Ensuite, on peut descendre dans le détail. Oui, absolument. Puis justement, cette visualisation-là, puis là, je fais des farces dans le sens que j'aurais été dérouté parce que j'aime beaucoup l'idée de réfléchir en graphe. Et pour moi, les raccourcis cognitifs qui peuvent être pris pour arriver à des solutions, parce que je l'ai fait dans des Excel, des fois, ça cause des problèmes, un peu comme tu mentionnes. Donc, être capable de le faire, ces raccourcis-là, mais avec un visuel qui est capable de nous amener au bon endroit, donner du sens, la bonne information au bon moment pour l'aider à la personne, à l'analyste, de prendre la bonne décision et d'agir. Et même aller en collaboration aussi, parce que tu mentionnais aussi que notamment votre produit vous permettait la collaboration. Donc, plusieurs à travailler sur la même chose, d'avoir plusieurs points de vue qui, dans un Excel, on ne permet pas ce genre d'éléments-là parce que c'est assez sec. Puis le regard qu'on va chacun porter sur le Excel, si on est capable de le partager, ne sera pas aussi dynamique ou aussi puissant que si on a des graphes qu'on est capable de jouer et de naviguer là-dedans et probablement, là, je fais des suppositions, de s'enrichir progressivement avec l'arrivée de nouvelles informations. C'est un exemple, j'y aurais pas pensé, merci de le présenter comme ça. C'est vrai que quand on raisonne en graphe, on va avoir tendance à dérouler du début à la fin, chercher, avoir sa séquence, on va dire, de recherche, ses signatures, on va appliquer ses méthodes en fait, de manière assez séquentielle, de la même façon que la donnée qu'on exploite. Quand on est en graphe, finalement, on a un ensemble et cet ensemble peut être attaqué ou analysé de par différents angles, points de vue dont tu parlais, qui peuvent varier en fonction des analystes. Et c'est extrêmement intéressant parce que on a formé des jeunes en cybersécurité. Donc c'était une promotion de 12 analystes, 12 ingénieurs. On leur a mis à disposition la plateforme en leur disant voilà, vous 6, vous allez vous élisez un lead, un technical lead.
vous allez représenter l'entité de Montréal. Et la deuxième équipe, vous êtes à Rennes. Et vous allez faire en sorte de ne pas communiquer. L'objectif était de voir comment, au travers de la plateforme, ils allaient attaquer, interpréter la donnée. Et c'était assez incroyable parce que sur les 12 personnes, il y a eu 12 approches quasiment différentes. Des très proches, mais dans l'ensemble, tout le monde a exploité les données par différents angles. Et en quelques heures, même pas, on y a passé 2 heures, les analystes ont trouvé, les attaquants sont passés par là, ils ont fait ça à telle date, ils ont utilisé tel ransomware. Vraiment, ça a dépassé nos attentes parce qu'on s'attendait pas à ce qu'ils exploitent le graphe dans toutes les directions. Et en fait, c'est extrêmement intéressant de pouvoir combiner les approches très individuelles, mais en même temps complémentaires de chacun. Oui, ben c'est ça. Il y a un énorme gain de justement de le voir en graphe. Puis on le voit, tout l'usage de graphe, on commence à le voir dans beaucoup d'autres domaines aussi. Là. C'est pour ça que je pense qu'il commence à avoir un réveil comme ça qui est important. Puis moi, je trouve ça très intéressant, cette approche-là pour la gestion d'incidents. Y a-t-il des exemples autres que ceux-là de la formation de T12 dans lesquels les graphes ont eu des gains importants, dans lesquels ils ont vraiment montré la valeur de ce que c'est? Ah oui, sur les gains, alors c'est assez intéressant parce que il y a plusieurs façons de gagner en productivité, en efficacité en utilisant les graphes. Le premier, c'est un peu les exemples qu'on a cités qui sont autour de juste la visualisation, ce que le cerveau est capable d'interpréter, les affinités de chacun à aller chercher une information qu'il préfère. Et à ça s'ajoute un outil qui est assez magique, qui est tout ce qui est autour de la théorie des graphes. Il y a énormément d'outils, d'algorithmes qui peuvent être appliqués aux graphes et qui viennent nous on le voit concrétiser avec des outils, des intuitions qu'on a eues de manière assez instinctive. Et par exemple, il y a des algorithmes qu'on utilise dans la plateforme qui sont le page ranking. Page ranking, c'est une façon c'est un algorithme développé par Google, je ne connaîtrai pas les détails, mais dans l'idée, ça permet d'identifier quelles sont les pages importantes sur le web qui permettent d'accéder à d'autres pages internet et ainsi de suite. Donc, dans la façon dont on navigue sur le web, il y a des pages qui sont plus importantes que d'autres, qui méritent d'être mieux référencées et ainsi de suite. Et c'est exactement le même algorithme qu'on utilise dans le graphe quand on représente les données d'incident. On peut avoir un très gros graphe et dire, OK, là, intellectuellement, apparemment, la limite, c'est 7. Donc 7 nœuds, ça commence déjà, on se dit, faut que je réfléchisse. Mais en dessous, déjà, ça demande aucun travail intellectuel. On peut avoir des graphes de plusieurs centaines, milliers de nœuds qui s'affichent. Et là, intellectuellement, ça commence à prendre beaucoup de temps. Mais en utilisant des algorithmes comme le PageRank, on va avoir des indicateurs qui vont dire, tiens, ce point-là, il est important. Ce point-là, il est important. Et cet algorithme, il se met à jour en temps réel. Donc, si j'enlève des nœuds, si je modifie mon graphe, il va me dire, tiens, si tu enlèves ce composant, ce nœud-là, ça devient ce nœud qui est le plus important. Et en fait, on est capable comme ça d'aller directement pointer sur, regarde quand même ce point, ce graphe. Et en fait, on s'aperçoit très souvent que c'est des sessions utilisateurs qui sont extrêmement critiques parce qu'elles ont donné lieu à beaucoup d'activités derrière dans la chronologie. Donc voilà, les outils de théorie de graphe sont vraiment intéressants. Bon, de ce que je comprends, de ce que tu as expliqué, les nœuds sont dynamiques, on est capable d'échanger. Donc, je vais présumer que le chargement des données, parce que quand on fait un incident, le chargement des données est progressif puisqu'il y a beaucoup de données. Donc, le graphe va évoluer avec le chargement des données, donc l'augmentation et ensuite la manipulation qui est faite par l'analyse de retirer des points non pertinents. Donc, tous ces éléments-là vont me permettre d'évoluer, donc d'accélérer le page ranking, entre autres. Donc, il va fluctuer selon l'arrivée de nouvelles données. Donc, va aider l'analyste à être dynamique avec l'élément qui se passe. Ouais, absolument. Et je vais te raconter une anecdote sur Defense. Defense est la contraction de défense et ant, fourmi. Et en fait, parce qu'on a travaillé sur une architecture en microservices où chaque microservice représente une fourmi. Et quand on regarde la nature en soi, une fourmi seule, c'est pas très intéressant. Ça fait pas grand-chose, ça porte pas grand-chose, même si ça porte déjà très lourd. Par contre, quand on commence à regarder au niveau macroscopique la capacité d'une colonie de fourmis, elle est capable d'accomplir des choses absolument énormes. Et de cette idée, on s'est dit, OK, chacun de nos microservices
va produire un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, allez, une dizaine si c'est une grosse fourmi, mais il va contribuer un petit peu à son niveau. Et c'est la contribution de chacun de ces petits microservices qui va, à un moment donné, créer un graphe de plusieurs millions de nœuds et de plusieurs millions de liens. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça rejoint justement cette capacité à créer un graphe qui soit dynamique, qui s'adapte aux données qu'on puisse créer, mais qu'on puisse aussi ajouter, modifier ou enlever. Et ça, c'est intéressant parce que on dissocie ce que l'on visualise de la donnée. Et ça, c'est important parce qu'on va vouloir, par exemple, traiter tout le temps la même donnée, mais la visualiser sous différentes formes. Parce qu'on se pose la question sous un angle particulier ou on veut répondre à une question différente avec les mêmes données. Et c'est là où la visualisation est décorrélée, certes extrêmement liée, mais décorrélée de la donnée elle-même. Et donc, pour compléter justement le chargement des données, je reprends l'exemple des petites fourmis, mais chaque fourmi qui va produire un petit bout de graphe, en fait, on est capable, en temps réel, finalement, dès que la fourmi a produit son graphe, elle le met dans la base de données et on peut commencer à visualiser. Donc, on n'a pas cette nécessité d'attendre que l'intégralité du fichier soit écrit ou complété pour pouvoir le filtrer, le trier, parce que si on le fait avant, le fichier il est incomplet, donc ça ne présente pas d'intérêt. Tandis que là, comme on s'intéresse sur le sens, le graphe, si j'ai ce petit bout de graphe, peut-être que rien que ce petit bout de graphe m'intéresse et on peut comme ça traiter la donnée en temps réel, en quasi synchrone avec le traitement lui-même. Pour moi, ce que je trouve ça très intéressant, puisque comme la quantité de données absorbée est énorme, les analystes n'ont pas le temps. On avait l'habitude de regarder dans les logs, de fouiller, mais là, d'être capable de le préanalyser puis de voir ça évoluer au gré, puis justement, les décisions vont se prendre à la volée pendant qu'on les voit se répercuter dans le graphe devant nous, puis justement d'être capable de tirer des conclusions plus rapides puis d'intervenir. C'est très intéressant. Tu mentionnais également l'usage du LLM, notamment comme étant une avenue intéressante pour faire progresser ce champ-là du graphe vers quelque chose d'un peu plus, encore plus rapide, encore meilleur. Ouais, ça c'est un sujet sur lequel on s'intéresse énormément. Et en même temps, quand on commence à regarder la littérature, alors je suis pas expert de la technologie LLM, mais quand on regarde la littérature autour, on voit très souvent, parce que c'est deux sujets qui m'intéressent, le lien très fort qu'il existe entre les graphes de connaissances et les LLM. Et en fait, nous, de notre point de vue, de manière très pragmatique, ça a du sens, c'est même naturel parce que, j'utilise des mots qui sont dans le Natural Language Processing. On a les graphes qui sont capables de modéliser le sens de quelque chose. Et si je prends un exemple un peu idiot, je reprends l'exemple de Bob qui se connecte au laptop. On a une phrase, on a un sens, on a un sujet, verbe, complément. Alors, certes, peut-être très sommaire, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable de conserver le sens. Et une phrase, même mal écrite, dans un Generative AI permet de réécrire le sens de cette phrase. Alors, évidemment, il va pouvoir compléter et faire de grandes proses, des envolées lyriques sur pourquoi est-ce que Bob s'est connecté au laptop. Mais on fait en sorte de le limiter justement au strict essentiel. Et là, on part finalement d'une technologie qu'on adore tous, Excel, mais qui, dans le cas de la réponse incident, n'est pas adapté à ce passage à l'échelle, au travail collaboratif, au travail temps réel. Et on arrive comme ça, en passant par le graphe, à reboucler avec une technologie qui est là en train d'exploser et de trouver des cas d'usage dans énormément de domaines. Oui, absolument. Ça fait glisser justement sur la nature du produit que vous développez, qui s'adresse à des petites structures. On parlait en off de Mandiant, qui est le grand joueur. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de petits joueurs dans le milieu de la réponse à l'incident. Et ces joueurs-là vont bénéficier justement de cette chose-là, puisque le nombre d'incidents est en explosion. Ça, on ne se le cache plus maintenant. Si on n'en voit pas dans nos infrastructures, c'est-à-dire qu'on est aveugle parce que normalement, on a tous des incidents de façon relativement régulière. Donc, d'aider ces gens-là, justement, de ces éléments-là, c'est très pertinent d'un côté. Et de l'autre, vous avez certains partenariats que vous avez annoncés pendant le FIC, justement, qui rajoutent énormément de valeur à votre produit. C'est juste parler un peu de ces éléments-là.
Ouais, c'est vrai que c'est un enjeu très important. Le nombre de cyberattaques qui augmente, mais également, pour moi, enfin, j'ai fait 15 ans de fonction publique, donc du service au public, et il y a toujours un peu cette fibre de vouloir aider et aider au maximum, autant que possible. Et pour ça, mon ambition, mon utopie, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on réponde à toutes les cyberattaques de tout le monde, évidemment. Mais quand on regarde de manière un peu plus micro, on peut pas. C'est pas possible. On est limité en experts. On est limité par nos outils. On est limité par, du coup, les prestataires. Et en fait, tout ça mis bout à bout, on atteint un espèce de plafond de verre. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux? Et il y a une donnée intéressante que j'ai vue sur justement le nombre de premiers candidats sur des postes en réponse incident. Et en fait, 55% des candidats sur des postes de réponse incident candidatent pour leur premier job. Alors, je pense que ça les intéresse énormément, mais c'est pas du tout en adéquation avec les profils recherchés qui sont généralement des profils expérimentés qui ont entre 3 à 6 ans d'expérience. Et en fait, l'industrie même, ces prestataires de services, finalement, se coupent de plus de la moitié des candidats qui pourraient se présenter à eux. Parce que les technologies, les outils ne sont pas adaptés, c'est trop compliqué. Et c'est là où on a monté ces partenariats pour pouvoir faire grandir, faire passer à l'échelle des équipes en intégrant plus de jeunes, en leur proposant des outils mieux adaptés, plus adaptés, sans pour autant, par la collaboration, enlever de la qualité, parce que les experts sont toujours là, ils assurent le transfert vers les juniors. Donc on crée finalement une plateforme de partage qui sert aussi à faire de l'investigation, mais c'est essentiellement ça. C'est on place les experts au cœur, on repositionne un peu les juniors aussi parce qu'on en a besoin. Hein, on peut pas scaler sans eux et tout ça dans l'optique de traiter plus d'incidents et peut-être se dire à un moment donné, bah tiens, j'ai pas d'incidents sur mes comptes, sur mon portfolio de comptes, bah peut-être que je peux aider des PME, peut-être que je peux aider des associations et ainsi de suite. C'est très chouette. Merci énormément. C'est toujours des dialogues très intéressants. Là, c'est d'autant plus intéressant là, en présentiel, justement, cette fois-ci. Je te remercie pour ce partage-là, puis j'espère qu'on va avoir d'autres collaborations dans l'avenir. Merci à toi, Nicolas Loïc.